Chers adhérents VMF, chers membres du Club Crescendo, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire « Les amoureux du patrimoine ». Nous sommes donc déjà au quatrième webinaire sur les amoureux du patrimoine. Et en fait, ce webinaire, nous allons revenir sur un point un peu d'actualité que j'avais abordé déjà rapidement il y a quelque temps. Et lors d'une discussion avec Patrice Besse, on avait évoqué le fait que effectivement la Covid avait un impact sur, je dirais d'une façon générale, le marché des vieilles pierres, mais un petit peu sur un phénomène de sortie d'un certain nombre de personnes des grandes métropoles pour repartir dans certaines provinces. Donc, j'ai demandé à Patrice Besse s'il acceptait d'intervenir sur ce thème, même s'il y a eu pas mal de choses qui ont été publiées depuis. Et pour illustrer un petit peu ses propos, nous aurons en fait deux exemples un tout petit peu différents, mais qui participent à peu près du même esprit. On aura donc Frédéric Griffaton qui nous présentera un petit peu son expérience depuis quelque temps. Et nous aurons également Augustin de Valence, qui a aussi une autre facette de ce retour vers la province ou vers plus d'espace. Bon, sans plus attendre, en espérant qu'on a suffisamment maintenant de panélistes avec nous et d'auditeurs, une petite question tout à fait pratique, un petit point tout à fait pratique. Vous pouvez poser des questions. Vous les posez en fait en utilisant la fonction discussion et donc l'équipe qui s'occupe de la technique derrière, donc Clémence et Raphaël, garderont un petit peu toutes ces questions qui seront posées à la fin de notre webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Patrice Besse, en fait, en lui demandant un petit peu si est-ce que la Covid, est-ce qu'elle a initié ce mouvement ou bien simplement est-ce que la Covid a été soit un catalyseur ou un accélérateur? Monsieur Besse, à vous. Alors, merci de me donner la parole sur un sujet que je maîtrise assez bien, parce que c'est le sujet de la transaction de ce que j'appelle les édifices de caractère. Alors, il y a trois périodes, il y a l'avant-Covid, il y a pendant la Covid et l'après-Covid. Et trois périodes qui se ressemblent quand même assez. Ça peut paraître surprenant de dire ça, mais la période d'avant-Covid, la période des 6 mois, à peu près 6 mois avant la Covid, on avait déjà senti, nous, dans notre groupe, une demande très importante. Quand je dis très importante, c'est vraiment des dizaines de personnes chaque jour qui commençaient à vouloir s'échapper des villes. Et il s'agissait déjà d'un exode urbain et pas périurbain. C'est-à-dire ce ne sont pas des citadins qui voulaient gagner un peu d'espace en conservant leur activité dans la ville, c'était des citadins qui voulaient quitter la ville. Et les raisons étaient assez simples, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui s'était passé dans les villes, Bordeaux, Lyon, Paris, les plus grandes métropoles de France, on a eu les émeutes ou les révoltes, appelez ça comme vous voulez, des gilets jaunes, sur lesquels je ne porte aucun jugement, mais ça a quand même considérablement perturbé la vie dans les villes. On a eu une ou deux périodes de canicule assez terribles quand même, hein, un ou deux étés assez terribles. On a eu malheureusement quelques attentats assez retentissants, donc tout ça a fait que beaucoup de citadins commençaient déjà avant la Covid à vouloir fuir les villes. Et puis, on connaît en ce moment dans les villes, mais ça tout le monde le sait, ce phénomène d'élimination des motos, des voitures, etc., qui fait qu'on est dans un entre-deux, une période transitoire assez compliquée à vivre dans la ville. Moi, je vis dans la ville, donc je sais de quoi je parle, et qui rend la ville difficile à vivre. Donc tout ça a fait qu'avant la Covid déjà, à peu près 6 mois avant, je commençais à parler dans la presse d'exode urbain. Après ça, on a eu la période des confinements, où là, tout s'est accéléré.
on a vendu, nous, pendant le confinement, à tour de bras. On a vendu sans faire de visite, on a vendu presque à l'aveugle et à des acquéreurs qui ne se sont pas rétractés, des gens qui sont allés au bout de leur acquisition. Et puis, il y a enfin eu la période après Covid dans laquelle nous sommes encore, qui là est une démultiplication démentielle du marché immobilier, enfin du mien, en tout cas de celui qui m'occupe des édifices de caractère. Et je ne cesse de dire que le vrai luxe, ça fait 30 ans que je dis ça, c'est l'espace. Et on se rend compte à quel point, en ce moment, l'espace est cher. Donc tout ça, alors nous, pour vous donner quelques chiffres rapidement, nous, on a entre 400 et 500 nouveaux acquéreurs par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter. C'est colossal. On a été obligé de créer des services pour répondre à la demande, etc. Enfin, je ne suis qu'une petite agence immobilière. Hein. Tout ça dans un tout petit créneau, encore une fois, qui sont des édifices très particuliers. Et ça touche toutes les catégories sociales confondues. C'est-à-dire que moi, dans le panel de ce que je présente comme produit, pardon de parler de produit, je présente une toute petite ruine dans un village perdu au fond du Gers à 30 000 €, et je présente le plus important château de France en ce moment. Et la demande est identique sur tout ce panel. Donc ça veut dire que c'est un phénomène sociétal très important et qui, selon moi, n'est pas du tout prêt de s'arrêter. Il n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il est favorisé par tout ce qui se fait maintenant avec les circuits courts, avec l'agriculture biologique, avec la possibilité du télétravail, avec les voies de communication qui sont de meilleure en meilleure, avec les trains qui vont partout, etc., etc. Donc c'est un phénomène ancré dans la société, et je suis persuadé que dans 2 ou 3 ans, ce phénomène continuera. Alors, à moins grande échelle, parce qu'une fois que les citadins seront partis, qu'il ne restera plus que des travailleurs dans Paris, il y aura forcément moins de personnes qui franchiront le pas. Mais c'est un phénomène de fond, c'est clair. Et on voit, nous, dans nos acquéreurs, des gens extrêmement jeunes qui franchissent le pas. C'est-à-dire des clients qui n'ont pas les moyens de se loger correctement dans la ville, et qui, pour un prix de quelques centaines de milliers d'euros, trouvent quelques dizaines de mètres carrés à Paris et trouvent quelques centaines de mètres carrés en province. Et alors, pour vous répondre à une question que vous allez me poser, j'en suis sûr, mais je précède votre question, ça se passe partout sur le territoire français. Cet exode urbain repeuple les campagnes partout. Qui sait où est l'Aude? Qui sait où est le Gers? Alors l'Allier un peu plus, mais ce sont plein de départements. Quand on demande à la population de les placer sur la carte, personne ne sait en général. Eh bien, je vous assure qu'en ce moment, on fait plein de ventes dans ces coins, qui sont des coins oubliés, un peu perdus, difficiles d'accès, mais finalement, c'est ce qui plaît en ce moment. Vous savez, les accès, ils sont assez faciles. On a des voies ferrées à peu près partout, on a des autoroutes, des accès autoroutiers très faciles en France, donc on peut se déplacer très facilement. Et je vois, par exemple, je vous raconte une petite anecdote, j'avais la semaine dernière dans mon bureau des clients qui, n'ayant pas de voiture à Paris, imaginent pouvoir ne pas avoir de voiture à la campagne. Alors ça, ce sont les citadins se trompent un peu sur ce qui peut se passer à la campagne. Et ils ont compris que, en partant de la gare de Bercy, par exemple, les TER prennent les vélos. Donc, ils sont dans leur appartement parisien, ils vont en vélo à la gare, ils descendent de la gare, ils vont à Nemours, Montargis, où on veut, et ils font 5 km en vélo, et ils se retrouvent chez eux. Et ça, ce sont des phénomènes complètement nouveaux. Ce sont des choses qui étaient impensables il y a 5 ans en arrière. Donc, tout ça est assez bon pour les campagnes françaises. Et c'est d'autant meilleur qu'on voit des expériences dans ces bâtiments extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que tous ces néo-ruraux, comme on les appelle,
arrivent dans ces bâtiments et arrivent pour s'emparer de ces morceaux de campagne de façon complètement décomplexée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idées préconçues, ils n'ont pas souvent la charge de prendre un bâtiment de famille, on a depuis 100 ans dans la famille, où on n'ose pas faire ci, pas faire ça. Donc il y a des expériences qui se développent dans ces bâtiments extraordinaires. On vient de remettre avec l'association VMF un prix pour la première acquisition, un couple de Parisiens et leurs enfants qui viennent de s'installer à Lectoure, qui ont repris d'anciennes forges royales à Lectoure et qui développent un projet, qui sont en train de développer un projet absolument formidable. Alors Lectoure n'a pas forcément besoin qu'on lui apporte plus d'activité que ça en ce moment, mais je vois plein d'expériences. Je peux vous parler, me vient à l'esprit une petite église qu'on a vendue dans le nord de la France, dans une commune complètement oubliée, abandonnée, où toutes ces industries minières étaient tombées en désuétude, enfin avec un taux de chômage, je crois, de 40 ou 50%, c'est effrayant. Et nous avons vendu une des églises du village à un concertiste international, un Taïwanais, qui maintenant fait venir dans ce village, pour ne pas le citer, il s'agit d'Hirson, alors village, c'est un peu ville, parce que le maire va s'agacer, fait venir des gens du monde entier, et donc toute la région en profite. Et il y a beaucoup, beaucoup d'expériences en ce moment qui font que les petits magasins de la ruralité rouvrent, et certains de mes clients d'ailleurs ouvrent même des magasins dans les villages dans lesquels ils viennent s'installer. Donc tout ça est très très vertueux. Et ça peut être un axe économique, je crois, assez fort. Et je pense d'ailleurs que nos gouvernants l'ont bien compris en ce moment. On est très accompagnés sur plein de choses. Donc voilà. Je peux vous citer aussi je dis des parce que c'est vraiment des grands chefs étoilés qui sont venus avec nous chercher des terres à la campagne pour y cultiver les produits qu'ils vont vendre, donc en circuit direct pour le coup, pas forcément court, mais direct, sur leur propre table. Donc il y a énormément d'expériences, je parle d'expériences, que tout ça est très nouveau, qui sont en train de réussir. Je viens de remettre le prix du jeune repreneur avec la demeure historique, vous parlez d'une autre association VMF, hein, mais vous êtes cousin, donc on peut le dire, à une jeune architecte française qui avait un bureau à New York et qui est venue s'installer dans un château en Bourgogne et qui crée des expériences, je dirais, je ne veux pas que ce soit mal compris, mais communautaires, des expériences culturelles extraordinaires, qui a repris des bâtiments dans la ville voisine, qui est en train de développer des activités, et c'est absolument extraordinaire de voir tout ça. Donc on a là un lien économique, je trouve, assez important. Alors, il y a quand même évidemment quelques régions qui sont un peu plus recherchées. On peut parler de la région parisienne, parce qu'effectivement, il est plus facile de se délocaliser à 35 km de Paris que de franchir le pas et aller à 800 km, enfin à 700 km, s'isoler. Mais vraiment, nous on a des demandes, et pas forcément que des artistes, pas forcément que des gens fortunés avec des projets. On a là un couple de boulangers qui a pris un bâtiment extraordinaire, qui va essayer de monter une école de boulangerie à la campagne. On a un autre exemple comme ça, quelqu'un qui veut monter une école d'agriculture, une agriculture un peu particulière, donc des projets associatifs. Donc la campagne est en train de reprendre des couleurs, aux dépens sur le marché immobilier des villes, parce que le marché à la campagne, forcément, est en train d'augmenter, mais on partait tellement bas que je suis bien content qu'il augmente. Et puis le marché des villes est en train de descendre un petit peu, et je suis bien content parce que le marché des villes était devenu complètement démentiel. Alors, on a beau voir dans les journaux en ce moment que à Paris, les transactions se font à 60 000 euros du mètre carré, 40 000 euros, enfin j'ai des confrères qui disent ça. Moi je dis foutaise, c'est pas ça qui représente le marché national en ce moment. Donc, et on parle de tout ça en plus, on n'a pas les étrangers
qui pourtant étaient de grands acquéreurs dans nos campagnes, et on commence à les voir revenir simplement maintenant. On commence à voir des étrangers arriver, et on voit des étrangers arriver, c'est intéressant, pour s'implanter en France, et eux aussi avec des projets économiques. Donc c'est assez intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que quand vous regardez à l'étranger ce qui se passe, quand vous regardez même en Allemagne, dans des pays proches, en Espagne, au Portugal, etc., les grandes villes aussi subissent le même phénomène. Hein. Ce n'est pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène international. Le même phénomène se passe aux États-Unis où on s'occupe un peu d'immobilier, etc. Donc, c'est un phénomène mondial, donc c'est un changement de civilisation très, très profond. Donc, ce n'est pas un effet de mode, c'est quelque chose de plus fondamental. Et donc, finalement, la Covid, là-dedans, c'est un épiphénomène. C'est un accélérateur. Moi, j'ai toujours dit que si la Covid n'était pas arrivée, tout ça se serait fait en 5 ou 10 ans. Voilà. Et ça s'est fait en 1 an. Moi, j'ai pas honte de le dire parce que je participe beaucoup plein de choses dans le patrimoine, plein d'associations, etc. Mais entre l'avant-Covid et maintenant, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Et à l'avant-Covid, je n'avais pas un chiffre d'affaires en déclin, si vous voulez. Donc on est dans quelque chose tout à fait extraordinaire. Hein. Il faut reconnaître que c'est un phénomène jamais connu. Et c'est un marché d'acquéreurs et de vendeurs. Dans l'immobilier, vous savez, on dit toujours en ce moment, c'est un marché d'acquéreurs ou alors c'est un marché plutôt de vendeurs. Là, c'est un marché des deux. C'est un marché des deux parce que les vendeurs qui vendent à Paris pour acheter en province trouvent que la province n'est pas chère. Puis les provinciaux qui vendent leurs propriétés à des Parisiens, les vendent bien et trouvent qu'ils font une bonne affaire. Donc c'est un marché qui plaît à tout le monde. Alors, je sais, Philippe, que vous allez me poser une question, donc j'y réponds aussi. Vous allez me demander quels sont les freins à tout ça. Ben, j'en vois pas beaucoup, figurez-vous. J'en vois pas beaucoup. Quand on sait qu'on a des taux d'intérêt extrêmement bas, quand on sait qu'on a des banques en plus qui suivent très facilement les acquisitions, et que la province, le marché des terres agricoles, par exemple, est misérable en France, que ce sont des terres qui valent pas cher. Enfin bon, le marché de l'immobilier n'est pas cher. Pour 100 000 euros, je trouve une très jolie maison de village dans un village en France. Je ne vois pas tellement quels sont les freins. Les freins qu'on peut trouver sont les freins environnementaux. C'est-à-dire que les exilés font très attention à l'environnement, beaucoup plus qu'avant. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ce métier il y a 30 ans et qu'on vendait une jolie maison de vigneron au milieu des vignes, les gens se l'arrachaient. Maintenant, une maison de vigneron au milieu des vignes, plus personne n'en veut, parce que si ce sont des vignes traitées et qu'on prend 16 traitements dans l'année sur le bout du nez, plus personne n'en veut. Donc l'environnement est très important. Et les problèmes d'éolien, par exemple, sont très importants, les problèmes de fongicides, les problèmes tout ce qu'on peut connaître, les problèmes de nuisances sonores, etc. Tout ça, les citadins sont très sensibles à ça. On a tous écouté les procès que certains citadins ont essayé de faire pour le chant du coq ou l'église qui sonne, enfin, etc. Donc tout ça mais voilà, donc un marché très, très intéressant, en pleine évolution. Et donc, ce que vous disiez également, il n'y a pas que les Parisiens qui quittent la région parisienne pour aller en province. Vous avez en fait, dans chaque grande métropole, ce même constat que vous pouvez tirer. Absolument, parce que toutes les villes subissent le même phénomène. Ce phénomène écologique transitoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui rend la ville en ce moment difficile à vivre. On le voit dans Paris, hein, tout le monde en parle, les trottinettes, les voitures, les bus, les machins, les vélos, tout ça pour l'instant est désorganisé, mais ça va s'organiser, pour le grand bien de la ville d'ailleurs. Et c'est la même chose à Bordeaux, c'est la même chose à Lyon, c'est la même chose dans toutes les grandes métropoles. Mais dans les freins, moi, quand je pensais à cette question, évidemment, sur les freins, c'était également, en fait, l'accès aux infrastructures, donc le réseau de trains ou voire
le câble ou l'Internet, le haut débit et un certain nombre de choses comme Non, ça? enfin, oui et non, parce que le haut débit, maintenant, on peut l'avoir par satellite à peu près partout. On vient de vendre à des clients en pleine Auvergne. Ils se sont fait un raccordement par satellite et ils ont un débit absolument parfait. Donc, et même sur les écoles, même sur tous ces problèmes d'infrastructure, euh, en fait, les gens franchissent le pas. Et puis, si on ne franchit pas le pas, il ne se passera jamais rien, en fait. Oui. Il Et faut, puis, il faut bien aller quelque part, et puis l'école va réapparaître un jour. Vous voyez, quand on avait nos le, grands entrepreneurs au 19e siècle qui allaient s'installer dans les campagnes françaises pour monter une usine, il n'y avait rien autour, ils créaient les choses. Alors, je ne dis pas qu'on est aussi ambitieux qu'eux, mais on peut essayer de l'être un peu quand même. le dernier frein, vous avez parlé de l'école, c'est certain. Le dernier frein, c'est l'emploi. C'est-à-dire Non, que mais non, non, ce n'est même plus un frein. là encore non, parce que on a testé le travail à distance, hein, et puis ça fonctionne bien. Alors, les citadins, eux, l'ont mal vécu parce que finalement, enfermé dans son petit appartement à Paris, en train de travailler chez soi, et ses quatre murs, ils n'ont eu qu'une envie, c'est de retourner au travail. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont vécu ce confinement en province et qui ne veulent plus du tout revenir à Paris. Parce que le confinement en province, c'est pas, enfin, dans les campagnes, c'est pas le confinement dans les villes, hein. Donc, non, on peut travailler de chez soi, la période nous l'a prouvé. On peut avoir plusieurs activités, ça c'est dans l'air du temps. On a quelquefois deux ou trois activités en même temps. Donc on peut faire des chambres d'hôtes, on peut faire des choses artistiques, on peut avoir télétravaillé pour Ron Poulenc depuis chez soi, etc. etc. Donc tout est possible, tout est possible. Le monde est ouvert à nous en ce moment, il faut en profiter. Et il faut réinvestir dans notre pays qui est tellement beau, tellement beau. C'est un superbe message d'espoir. Bon, moi, je pense qu'effectivement, notamment les exemples que nous allons avoir ce soir vont permettre d'illustrer plusieurs approches un petit peu différentes, mais très illustrant bien de façon complémentaire votre propos. Donc, ce que l'on va faire, je vous remercie beaucoup pour ça. Restez avec nous parce qu'on aura, je pense, quand même quelques questions encore en plus tout à l'heure. Et je vais maintenant laisser la parole à Frédéric Griffaton pour qu'il puisse un petit peu nous présenter, lui, l'expérience qu'il mène, avec une reprise. Alors, là, on revient dans la France profonde, c'est ça, le Lot-et-Garonne. Monsieur Griffaton. Absolument, merci. Ouais, au cœur du Sud-Ouest. C'est le slogan du Lot-et-Garonne. Nous, on ne connaissait pas, hein. Alors, nous, on a acheté un tout petit peu avant le Covid. On a acheté en 2019 en couple et on a emménagé un mois et demi avant le premier confinement. Alors, je vais donner raison à Monsieur Bess sur absolument toute la ligne, hein. Moi, j'ai 5 coques, mais bon, ça n'a jamais empêché un client de dormir. J'ai effectivement j'ai gardé mon emploi précédent et on a créé de nouvelles activités sur place. J'aurai l'occasion d'en parler plus tard. Et donc, on a une vie, enfin, c'est impossible à quantifier la qualité de vie qu'on a par rapport à notre vie parisienne d'avant. Enfin, on était à côté de Paris. Moi, j'ai été entrepreneur avant. J'ai fait quelques années de conseil sur Paris. C'est un métier qui se délocalise très très bien. Et en plus, j'ai évolué sur plutôt un profil de partenaire au sein de mon cabinet. Et du coup, aujourd'hui, je place les copains plutôt que de faire des missions opérationnelles. Donc, je suis d'autant plus à distance une partie de mon temps. Et le reste du temps, je suis sur mon tracteur ou ma débroussailleuse, puisqu'on a 12 hectares autour de la maison. Et ça s'entretient évidemment avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, une belle, très très bel équilibre de vie qu'on a trouvé à côté d'Agen, à 3h05 en TGV de Paris. On est à 3h, allez, 20 porte à porte avec Montparnasse, donc ça se fait vraiment très très bien. C'était un de nos critères, mais on ne pensait pas le valider autant que ça. Donc là, vous voyez la maison qu'on a achetée. Je vais être très transparent, hein, on l'a acheté un peu moins de 700 000 euros, tout compris, notaire, agence, tout ce que vous voulez. On n'y a quasiment pas fait de travaux, enfin, on en fait au fur et à mesure, mais ce n'était pas notre volonté. Nous, on a 2 enfants, enfin, on avait une première fille quand on a acheté et on en a une deuxième depuis. On a acheté il y a moins de 2 ans, du coup.
Et du coup, on s'est installé il y a moins de 2 ans. Et on ne voulait vraiment pas être dans les travaux pendant 10 ans. Donc, nous, c'était notre choix. On n'avait pas du tout cette ambition de retaper une ruine ou quoi que ce soit. Je comprends totalement cet enjeu-là, mais moi, je n'avais pas du tout envie de ça. Et donc, on a acheté cette magnifique bâtisse qui avait été complètement refaite 20 ans auparavant. Donc, c'était une ruine 20 ans avant. Et nos prédécesseurs l'ont complètement rénovée. C'est un ancien métayer de la famille de Lusignan. Alors, on n'est pas à Lusignan à côté de Poitiers, on est à Lusignan-Petit à côté d'Agen. Mais ça fait partie de l'histoire de France. Et c'est donc un métayer. Donc, c'était le domaine agricole des nobles du coin. Et vous avez une partie du XIIIe siècle, une partie du XVe siècle. Donc, si vous prenez la maison, qui est le bâtiment le plus haut, complètement à gauche, c'est le four à pruneaux et la maison des métayers, la partie cuisine, voilà, qui est vraiment la partie de gauche, donc XIIIe siècle. Et au fur et à mesure que vous allez vers la droite, XVe et XVIIIe siècle, c'est de la pierre blanche. On est sur une longère surélevée qui est mise sur le caillou. Comme on dit, et dessous vous avez la grange avec 2 garages qui ne sont, alors les garages sont toujours existants, mais en fait la grange a commencé à être retapée. Il y avait une grange et une étable, et nous on a transformé la partie étable en salle de réunion pour accueillir à partir du printemps des séminaires d'entreprise, de la formation, et la salle de réception de 120 mètres carrés qu'on est en train de rénover, qui sera opérationnelle dans 1 ou 2 ans, je pense, qui permettra d'augmenter notre capacité d'accueil sur la partie séminaire. Une grande piscine de un peu plus de 6 mètres par 12, qui demande un peu de boulot, puisque ça faisait, voilà, elle a 20 ans, elle a fait son temps, c'était du super, super beau matériau, mais elle a besoin d'être mis un peu au goût du jour. C'est les travaux de cet hiver. Et le dernier bâtiment, le plus à droite, c'est notre gîte. La moitié a déjà été faite par nos prédécesseurs, et nous, on ambitionne de faire la deuxième moitié. On ne distingue pas tout à fait, mais vous avez donc la moitié sud qui est rénovée, là où vous avez les panneaux solaires sur la toiture, et une deuxième partie qui sera rénovée dans 1 ou 2 ans, pareil, qui permettra d'avoir un gîte de grande capacité. On est aujourd'hui à 5 et on passera à 12. Donc ça nous donne aujourd'hui une capacité d'accueil de 14 personnes sur 5 chambres, et on pense monter à 20 personnes d'ici 2 ans. Toutes nos chambres font entre... La plus petite doit faire 25 mètres carrés, on n'en a qu'une de cette taille-là. La plupart de nos chambres, enfin les 3 plus grandes, font 45 mètres carrés. Les salles de bain sont proportionnées avec. Donc on a un espace de vie qui est absolument délirant. Voilà, vous avez l'ancien four à pruneaux. Et là, vous êtes dans l'alcôve. En fait, la photo est prise dans l'alcôve qui servait de four. Donc on est sur des choses absolument... on a juste refait la décoration intérieure. Hein, le reste était comme ça, on l'a acheté comme ça, avec un certain nombre de meubles d'ailleurs en plus. Et donc un cachet absolument fou. Nous, on est, pour la petite histoire, en fait, elle était complètement en dehors de notre budget. On cherchait, voilà, on avait fait un premier dossier du côté de Lozerte qui avait avorté parce qu'on avait eu le bon goût de dire la vérité à la banque sur notre projet, qui ne nous avait pas suivis. Et du coup, pendant 6 mois, on s'est remis en tant que salarié. Moi, j'ai fait du portage salarial en tant que consultant pour avoir des fiches de paye. Et on s'est repointé à la banque. Là, il n'y avait aucun problème. Et du coup, on s'est remis à chercher sur un week-end un peu plus pour faire le deuil du projet précédent. On a contacté les agences, on a fait 9 visites. Et la 9e visite, la personne de chez Patrice Besse nous a accroché, nous a envoyé 10 minutes de temps au téléphone, nous a dit « Ah si, j'en ai une là, ça va vous plaire » et tout. Nous, on ne voulait pas y aller, on trouvait les photos moches, etc. Et il n'y avait rien à faire. Et par contre, on lui a demandé si elle connaissait une chambre d'hôte dans le coin, et elle nous a dit bah justement ils font, allez-y, ça coûte rien, on visitera dimanche matin, comme ça je vous prends pas faute sur vos autres visites, etc. On y est allé, on y a dormi, et je dis pas qu'on y est resté parce qu'il a fallu attendre quelques mois pour acheter, mais on a fait une offre pour aller 1 semaine après ou quelque chose comme ça. On s'est mis d'accord assez rapidement avec les vendeurs, beaucoup d'affinités, on continue à les voir, et donc ouais, très très chouette, un accueil fabuleux. Le Lot-et-Garonne a cette chance absolument incroyable d'avoir c'est déjà un paysage méconnu mais somptueux, une gastronomie qui est le cœur du Sud-Ouest. Je vous laisse
Si vous me connaissiez il y a 2 ans, vous sauriez que j'ai pris 1 ou 2 kilos de plus, ou un peu plus. Malgré tout le sport que je fais dehors. Et des gens surtout. Enfin, une gentillesse, une solidarité. Enfin, moi, c'est incomparable avec la ville. Je suis désolé pour tous les urbains qui nous écoutent, mais vous êtes exécrables à côté des gens absolument adorables qu'on rencontre tous les jours ici. Moi, j'arrive plus à remettre les pieds à Paris. Hein. C'est pas pour la ville, c'est pour les gens. Hein. Je trouve que le rythme de vie est détestable. Je trouve que les gens courent pour un rien, se sont pressés pour tout. Alors qu'ici, on prend le temps. Il y a toujours le temps de prendre un café avec les voisins ou de s'inviter à dîner. Enfin, on fait partie de la famille et ils font partie de la famille. Bon, on a peut-être beaucoup de chance, mais je ne crois pas. Je crois que les gens de Lot-et-Garonne sont vraiment exceptionnels. Et ça a pas de prix. Je vais vous interrompre quand même, c'est passionnant, hein, mais est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu en arrière en disant pourquoi vous avez eu ce déclic? Pourquoi vous vouliez? Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Bah, alors, je vais vous donner l'anecdote précise qui fait qu'on prend la décision, mais on vient pas de Paris ni l'un ni l'autre. On a vécu tous les deux 10 ans. On est tous les deux on est tous les deux issus de la campagne, plutôt de vie de village. On voulait pas retourner dans la vie de village. On avait plutôt envie d'une grande maison à l'extérieur d'un village. Ça, c'était une volonté. Donc ça, c'était une volonté propre de chacun de nous dans le couple. Et quand on s'est rencontrés, c'est allé assez vite sur la question des enfants. Et je me souviens très bien, c'était au restaurant, le début de la conversation, c'était les enfants. La fin de la conversation, c'était OK, on quitte Paris, on achète une maison et on en vit. Et derrière, on s'est mis à chercher chacun de notre côté sur Internet sans trop se le dire. On a vu la même maison à peu près, on se l'est montré le soir. Alors, c'était pas celle-là, en l'occurrence, c'était le projet précédent à Lozère. Mais du coup, c'est allé très très vite parce qu'on s'est dit, bon, bah, c'est pas possible, on y va. On s'est fait un premier week-end du côté de Lozère, dans le Quercy, pour visiter cette maison qui était un vrai coup de cœur. On en a visité d'autres pour être sûr, mais bon, on avait fait une offre, etc. Au final, on est très très content de ne pas avoir eu cette maison parce que celle dans laquelle on est au moins 100 fois mieux. Mais voilà, un projet qui nous a animés très 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 vite sur la question des enfants et après tout le reste en a découlé. Mais c'était impensable pour nous d'élever nos enfants dans un environnement qui n'est pas fait pour l'être humain. Dixit la ville. Et alors, vous m'avez parlé, quand on a discuté un petit peu aussi, que vous souhaitiez démarrer ou redémarrer une activité agricole. Et on l'a fait, je suis exploitant agricole de mon état. J'ai passé un bac pro. J'ai passé un bac pro, ma femme aussi, et du coup, on s'est reconverti. On est jeunes agriculteurs. Donc, on a acheté ces 12 hectares de terrain et on fait de la Enfin, on a 2 hectares de verger. On a enfin, un petit hectare qui était un ancien verger de pommes qui était sous les ronces qu'on a mis 6 mois à débroussailler et qui donne pour l'instant pas grand-chose. On espère que ça va donner un peu plus. Et un autre hectare dans lequel on est en éco-pâturage, dans lequel on a mis des moutons et des oies aussi. Donc on vendra des moutons et des oies en bio à partir du printemps de l'année prochaine. Et ces arbres fruitiers qu'on a plantés, nous, devraient commencer à être productifs s'ils ne gèlent pas d'ici l'année prochaine ou l'année suivante. Et on a aussi 2000 mètres carrés de potager en permaculture. On n'y connaissait rien du tout. Je pense qu'on n'y connaît toujours pas grand-chose. Mais on a quand même produit pas mal de tomates cet été, suffisamment pour pour être en autonomie quasi totale sur nos tables d'hôtes cet été. Et alors, comment est-ce que vous arrivez à mener de front toujours une activité professionnelle de consultant, l'activité agricole, le gîte, comment ça se... Vous êtes Shiva en permanence? Non, pas du tout. Et surtout que j'ai l'impression de beaucoup moins bosser qu'avant. Donc, ma femme me glisse derrière, pas moi, mais elle allait encore notre petite dernière, donc c'est un peu différent. Mais enfin, moi, je vous explique mon cadre de vie. J'ouvre aux poules avec ma fille qui s'est réveillée un peu tôt, vers 7h30. Si on a des clients, on les sert le matin au petit déjeuner. J'emmène ma deuxième fille, enfin maintenant les deux, à la crèche à 8h30.
Après, le matin, je bosse 2-3 heures sur l'ordinateur, en conférence, en réunion, ce genre de choses. J'adapte un peu mon agenda le matin. Je prends minimum 1h30, 2 heures de pause le midi, je pense, facile. Et souvent sur la terrasse. Et l'après-midi, je suis plus souvent dehors que je suis derrière l'ordinateur, ça c'est clair. Voilà, je me déplace une fois par mois à Paris, et c'est un calvaire. Et voilà, enfin, de 16h30 à 19h30, on s'occupe de nos filles. Je ne sais pas si vous réalisez le truc, hein, on n'a pas de nounou, on n'a rien. Enfin, elles sortent de la crèche à 16h30, déjà, c'est les premières sorties. Jusqu'à 19h, ça veut dire qu'on les couche hyper tôt parce qu'en fait, on les a bien vues, on les a fait se dépenser, etc. Donc, elles se couchent hyper tôt. On a le temps de lire toutes les histoires qu'elles veulent. Et donc à 19h30, elles sont couchées et nous, on a nos soirées derrière. C'est hyper rare qu'on rebosse derrière, voilà, et on fait table d'hôte de temps en temps, effectivement, l'été beaucoup. Donc l'été, c'est un peu plus le rush, juillet-août, mais on fait des choix. C'est-à-dire que cet été, on n'a pas fait table d'hôte tous les soirs. On a fait le choix, on a dit à nos clients les soirs où on faisait et où on ne faisait pas table d'hôte. En plus, on a une licence 4, donc on a fait un système un peu différent l'été, où on faisait un peu tapas, avec plus un mode un peu bar servi à table, qui était hyper apprécié. Et du coup, avec les produits locaux, les gens hallucinaient sur la qualité des produits qu'on avait. Mais en fait, c'est super facile d'avoir des produits de très bonne qualité dans le sud-ouest, donc c'était pas très compliqué. Donc vraiment, c'est un bonheur et c'est une facilité. Donc non, moi, on n'est pas des bourreaux du travail. C'est juste que c'est des choix qui sont simples et faciles, donc on les fait et le reste on découpe. On vous écouterait pendant des heures, je pense. Quels sont vos conseils pour soit des candidats à une reprise, soit des nouveaux repreneurs? Quels sont vos conseils? Je pense qu'il faut très bien structurer parce qu'il y a un truc qu'on a bien fait quand même, c'est parce que je vous ai parlé du montant qu'on a mis, je vous ai pas parlé du petit secret, c'est qu'on a quasiment rien mis sur la table en termes d'apport financier. Quand je vous dis rien, c'est vraiment qu'on n'a vraiment pas grand-chose. On a 3 structures. C'est applicable, je pense, à quasiment tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour vous demander des conseils, etc. Ils viennent en table d'hôte, ils ont bien compris le truc, donc ils viennent en table d'hôte, on discute un peu et ils prennent tous les conseils qu'ils veulent au passage. Le fait est qu'on a 3 structures, on a une SCI, on a une SARL, on a une ERL, et en fait on jongle très très bien sur ces trois choses. En toute franchise, on gagne quasiment rien à titre personnel. Par contre, ces 3 activités font qu'elles couvrent quasiment toutes nos charges. Donc en fait, on a une vie, on gagne des clopinettes à titre personnel, mais nos sociétés gagnent correctement leur vie, entre guillemets. Et du coup, nous, ça nous permet d'avoir un cadre de vie très très élevé. Donc mon conseil, c'est quand vous choisissez vos activités, quels sont vos choix. Et si votre choix, c'est votre cadre de vie, en fait, vos activités doivent servir votre cadre de vie. Et c'est pas l'inverse. C'est pas qu'est-ce que je fais comme boulot et puis après je verrai comment j'adapte mon cadre de vie. Ça peut pas marcher, vous revenez pas en arrière. Donc nous on a vraiment, c'est toutes nos décisions d'entreprise sont entièrement basées sur notre qualité de vie à côté et la qualité de vie de notre fille, de nos 2 filles. Donc ça pour moi c'est très important. Et l'autre conseil qui est basique et sauter le pas, qu'est-ce que vous foutez en vie? Ok, je pense qu'on aura l'occasion, au travers des questions, de revenir là-dessus. Merci beaucoup, Frédéric. Maintenant, je vais passer la parole à Augustin. Augustin va pouvoir nous redonner un petit peu une présentation de son projet et où ils en sont et comment ça se passe. Augustin. Bonjour, tout d'abord. C'est pas vraiment mon projet, c'est notre projet parce qu'on est à 2 dessus avec ma femme, Sarah. Donc, on habitait tous les 2 Paris depuis quelques années on avait vraiment, on sentait vraiment un besoin d'espace, un besoin d'intimité, et puis aussi d'avancer. On n'avait pas les finances qui nous auraient permis d'acheter un appartement ou encore moins une maison à Paris.
Et bon, voilà, ça fait un peu peur quand on voit ça. Voilà, donc moi je cherchais déjà depuis pas mal d'années une toute petite maison dans l'Allier, là d'où je viens, d'où est ma famille. Et je cherchais quelque chose, je voulais pas emprunter, je voulais une toute petite fermette dans laquelle faire une petite maison pour accueillir ma famille, faire une petite maison de famille, quoi. Et puis je cherchais pendant longtemps sans rien trouver. Et puis un jour, c'est une tante qui est elle aussi au VMF, même déléguée de l'ALI, qui me dit: tiens, Augustin, tu devrais aller regarder. Il y a une maison qui s'appelle Noailly, qui est pas très loin, et qui est en vente. Alors je regarde un peu sur Internet, je tombe sur une annonce immobilière avec des photos vraiment pas réussies, qui donnait pas du tout envie, qui parlait que qui mettait vraiment l'accent sur des détails comme la chaudière à gaz récente. Alors quand on arrive dans un lieu comme ça, c'est pas du tout ça qui frappe, la beauté de l'endroit n'est pas là. Et donc je laisse tomber l'affaire, et puis en allant faire une balade un jour avec un cousin, on aime bien visiter des lieux abandonnés, on s'est dit tiens, on va aller voir ce château en ruine, juste comme ça, pour le plaisir de visiter, faire un peu d'urbex comme on dit. Et en arrivant là-bas, ça a été vraiment un coup de foudre en fait. C'est tombé comme ça, quoi. Et de ce moment-là, donc la maison était en vente déjà depuis 3 ans. Avant ça, 30 ans auparavant, elle était déjà en vente, mais elle n'avait pas trouvé d'acheteur. Et donc je sais pas, c'est comme si un peu elle nous attendait, quoi. Et donc on s'est lancé là-dedans. C'était avant le Covid. Et on a eu la chance, en fait, du coup, d'arriver dans l'Allier juste avant et de ne pas passer le confinement à Paris. Alors après, donc une fois qu'on a acheté la maison, on habitait donc encore à Paris. Elle était bien au-delà de notre budget, mais bon, on a changé un peu de plan. Et puis, enfin, pour s'adapter. Et donc une fois qu'on a pu acheter la maison, Sarah, qui est salariée, elle a cherché du boulot dans l'Allier. On pensait que ça durerait 2 ans, 2 ans et demi, et puis ça a duré juste 2 mois. Et à partir de ce moment-là, on est partis tous les deux là-bas. Moi, je suis indépendant, souvent en déplacement, et du coup, que je sois dans l'Allier ou à Paris, ça changeait pas forcément grand-chose, d'autant que c'est une région qui est assez bien desservie, soit par le train, par l'autoroute. Et puis, donc voilà. Alors, on n'habite pas. Donc là, on voit juste la ruine, mais autour, en fait, il y a des communs avec une partie qui est habitable, mais qu'on a acheté avec un locataire dedans. Locataire qu'on a gardé, et on n'a pas emménagé tout de suite à Noailly, qui est vraiment un peu perdu dans la campagne, un endroit qui est magnifique. Mais on a fait un peu une transition, et on loue un appartement en même temps à Moulins, un peu au-dessus, ville dans laquelle travaille Sarah aussi. Donc voilà, ça nous fait un peu une transition, ça nous permet aussi de rencontrer plus de gens, et d'être à un endroit qui est un peu plus confortable pour l'instant que Noailly. Voilà, et quand on est à Noailly, on a une caravane dans le jardin qui nous permet de rester plusieurs jours à faire des travaux. Là, par rapport à la photo que vous voyez en ce moment, ça a pas mal changé. Ah, on ne vous entend pas, Philippe. Oui. Quel est le projet que vous souhaitez développer? La reprise de ce château, c'est quoi? Alors le projet, le premier projet, c'est un projet qu'on voit à très très long terme, c'est d'en faire une maison de famille. Pas forcément le château en lui-même, mais en tout cas Noailly, l'ensemble. C'est une envie qu'on avait tous les deux, Sarah et moi. Et en parallèle, l'autre projet qui lui aussi est entre le court et
très long terme, c'est de retaper la maison. Dans un premier temps, en tout cas, de sauvegarder, de l'empêcher de s'abîmer plus que ça. Et là, le confinement, puisque en plus le thème, c'est un peu dans le thème du Covid de ce webinaire, le confinement nous a vachement aidé. On a passé, je sais plus combien de temps ça a duré, mais toute la période dans la caravane. Bon, alors il faisait pas super chaud, on n'avait pas encore l'électricité ni l'eau chaude, mais à travailler dehors, à reprendre le contrôle sur la nature qui avait complètement envahi le terrain, le château. On voit sur la photo qui passait tout à l'heure, vue du ciel, les arbres poussaient à l'intérieur de la ruine, ils étaient plus hauts que les murs. Tout autour, pareil, il y avait des frênes énormissimes dont les branches hautes raclaient le haut des murs et faisaient tomber des pierres. Donc, tout ça faisait que le bâtiment était déjà pas mal abîmé, mais s'abîmait encore plus chaque jour. Donc ça, c'était un gros boulot, d'autant qu'en fait, on fait tout nous-mêmes, enfin nous-mêmes et aidés d'amis, de la famille. Ça, c'est un gros plus, un gros soutien. Et ça a été le travail, on va dire même carrément de la première année en fait. Faut imaginer que l'endroit était un roncier immense, complètement envahi. Voilà, donc ça c'est donc le projet de sauvegarde. Là, c'était à court terme, donc reprendre le dessus sur la nature. À un peu plus long terme, donc là, à l'intérieur du château, il reste encore une voûte au rez-de-chaussée, entre le rez-de-chaussée et la cave, qui est effondrée à moitié, donc enfin même aux 2 tiers. Donc le tiers qui restait, on l'a protégé en fabriquant une petite toiture temporaire. Alors c'est de la tôle ondulée et du sapin, mais voilà, ça protège de l'eau. Un peu plus tard, il faudra qu'on remaçonne au moins le haut des murs pour empêcher que l'eau s'infiltre dedans et avec le gel fasse éclater les pierres, la chaux et tout ça. On voit qu'il y a les 2 tours, donc il y a la tour d'escalier au sud, sur la façade sud, qui a été couverte, elle, mais les 2 tours nord-est et nord-ouest, elles, n'ont pas de toit et elles aussi, elles prennent la flotte. Donc il faudra les couvrir aussi. Enfin, tout ça, c'est pas mal de boulot. Et puis aussi le pigeonnier. Il doit y avoir une photo dans la présentation à un endroit. Voilà, encore un peu. Voilà. Donc ça, c'est le pigeonnier tel qu'il était quand on a acheté, donc avec la toiture complètement éventrée, les arbres qui poussaient tout autour et les branches qui reposaient dessus. Et donc là, c'était pour moi aussi la toute première urgence, c'était ça, parce que la charpente tenait encore debout, mais la poutre maîtresse, l'entrée à l'intérieur, sur laquelle l'assemblage de la charpente entière en fait tient, était complètement bouffé par l'eau qui s'infiltrait là par le trou qu'on voit là. Et ne tenait plus que sur 2 petits centimètres, quoi. Elle était prête à s'effondrer. Dans l'urgence, on a étayé, et puis aidé d'un ami qui est charpentier, qui m'a beaucoup épaulé là-dessus. On a démonté toute cette charpente et on est en train de la refaire là en ce moment au sol, avec l'idée de la faire avec des techniques les plus proches des techniques anciennes. Donc là, il y a une photo encore après où on voit le travail qu'on a fait. Voilà, ça c'est le tronc qu'on a taillé donc à la hache, équarri à la hache pour remplacer cette poutre qui fait quand même 7 mètres quasiment. Donc voilà, le but c'est que elle sera neuve, mais en se patinant, elle ressemblera à peu près, parce qu'on n'est pas aussi fort que les anciens qui faisaient ça tous les jours. Elle ressemblera à peu près elle s'intégrera en fait dans le reste de la charpente qui elle date du XVe siècle, parce que le château date du XVe, et le pigeonnier est contemporain. Voilà, quel a été l'accueil des gens du village? Comment ont-ils vu votre arrivée?
Notre arrivée, ils l'ont pas beaucoup vu parce on arrivait vraiment pendant le Covid, quoi. Donc tout ce qui était, enfin, ça nous a pas mal limité à ce niveau-là. Mais très vite, on a essayé en fait de prendre un peu, de s'intégrer, de prendre un peu, de se faire connaître en fait. On s'est inscrit dans une association de patrimoine du village. On a pris contact avec la mairie aussi. Et les gens en fait sont très contents de voir que qu'on va un peu vers eux. On avait un peu peur aussi qu'on nous prenne pour ben voilà, les châtelains qui arrivent de Paris, qui débarquent, qui s'achètent leur château. Et voilà. Et en fait, on a été très 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 bien accueillis comme ça. On cherche aussi beaucoup à créer du lien, à s'intégrer dans la vie du village. Parce que, ouais, comme je disais précédemment, on se voit là-bas pour le très long terme, quoi. Alors, et puis, juste aussi, comme je pense que quand on achète une maison comme ça, on n'en est pas complètement les seuls propriétaires. Ça fait partie du patrimoine aussi national et puis encore plus du village. Les gens sont attachés à ces monuments qui sont à côté de chez eux. Même si, bon, là, dans ce cas-là, il s'est complètement effondré, il a manqué beaucoup d'entretien. Mais voilà, du coup, notre projet aussi fait que les gens sont assez contents de voir que, enfin même super contents de voir que ça va avancer, et qu'on essaie de prendre soin de cette bâtisse qu'ils aiment au fond tous, qui est un peu celle du village. Je vais vous poser, pour terminer, les questions sur quels sont vos conseils. Mes conseils, bien s'entourer déjà, en fait, d'avoir des gens autour de soi positifs et puis qui ont des compétences en fait souvent qui nous aident vachement. Nous, comme on essaie de tout faire nous-mêmes, je suis pas charpentier, je suis pas maçon, je suis rien de tout ça, mais ce sont des choses qui s'apprennent et avec les bonnes personnes, avec la bonne motivation, avec le temps surtout, qui est, je pense, la plus grande des richesses aujourd'hui, on peut arriver à tout. Et puis, le deuxième conseil, ce serait de regarder au-delà de ces critères. Chercher pas du tout une maison comme ça. Et puis, en fait, on est même tous les deux avec Sarah extrêmement heureux d'avoir été un peu plus loin que ce qu'on voulait faire au départ. Merci beaucoup, Augustin. On va laisser maintenant un petit peu de temps pour les questions. Raphaël et Clémence, vous revenez vers nous pour les diverses questions qui ont pu être posées. Oui. Alors, pour monsieur de Valence, il y avait une question sur le projet de restauration. Est-ce que ce sera à l'image de son architecture d'origine? Est-ce que vous allez essayer de remonter son histoire, lui redonner une vie historiquement avec des visites et un parcours historique à travers la propriété? Et est-ce que c'est un lieu qui a eu son importance historique ou pas? Alors, Noyer n'a pas forcément eu une grande importance historique. C'était une belle maison du coin, mais pas la plus belle. Dans l'Allier, il y a des châteaux qui sont vraiment magnifiques, et beaucoup plus gros, beaucoup plus beau que celui-ci, beaucoup plus luxueux en tout cas, on va dire. Et c'est ce qui, je pense, a fait qu'il a été un peu délaissé. Il a certainement été acheté pour ses terres, qui ont toujours été exploités, et là, quand on l'a acheté, ça appartenait à des agriculteurs qui, les premiers en 200 ans, avaient vraiment l'amour de cette maison et ont eu l'intelligence de la séparer des terres pour que des gens un peu fous comme nous puissent se lancer, puissent l'acheter pour la maison, quoi.
Concernant les projets de travaux, oui, clairement, on veut faire les choses dans le respect de l'histoire du bâtiment, de l'architecture. C'est pour ça que les pigeonniers, on a fait avec à la main, quoi, en soi. Et puis, pour ce qui est du château, je trouve que le fait que ce soit une ruine fait partie de son histoire aujourd'hui. Et dans un projet futur de le rendre à nouveau habitable, c'est pas pour tout de suite, donc on se laisse le temps de la réflexion, mais on imagine aussi l'idée de refaire les parties effondrées qui n'existent plus, modernes. Garder absolument l'existant, mais ce qui n'est plus là, peut-être le réinterpréter, à voir. C'est une idée. Mais ça, qui n'est pas forcément du goût de tout le monde et puis qui n'est pas encore à état de projet, quoi. Okay. Merci beaucoup. Il y a une question pour Monsieur Bess. Quelles sont les régions de France qui sont les plus recherchées par les acquéreurs? Tout l'Ouest, à la côte en ce moment, la Bretagne, le Perche, il y a un revival du Perche terrible en ce moment. En fait, la Bretagne, tous les pays de Loire, parce que ce sont des régions économiquement très dynamiques, culturellement très dynamiques, avec un très bon moyen de transport, j'insistais là-dessus tout à l'heure. Donc l'Ouest, c'est très, très dynamique. Et puis, on a aussi pas mal de dynamisme dans la région centre. On a pas mal de choses qui se passent aussi dans l'Est, curieusement, où le patrimoine a beaucoup souffert, donc il y a peu de choses. Mais quand on les a, on trouve les acquéreurs assez facilement. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a un engouement total pour la Côte d'Azur, on ne peut pas dire que... Voilà, mais un peu partout, mais l'ouest de la France est très, très demandé en ce moment. Voilà, c'est certain, ce que je peux répondre. Merci beaucoup. Plus haut, il y avait une question pour Monsieur Griffaton de savoir si le projet était né de vos recherches ou le Lot-et-Garonne avait un lien particulier pour vous. Aucun. On ne connaissait pas. On cherchait dans tout le sud-ouest et même Charente, enfin vraiment très très largement. Budgétairement parlant, alors nous on a fait l'inverse parce que finalement on a listé nos critères et la maison coche absolument tous les critères qu'on s'était donnés. Voire un peu plus. Et du coup, on cherchait de manière étendue. On était forcé de s'éloigner de Bordeaux et de Toulouse d'un point de vue budget parce qu'on cherchait un minimum d'hectares. Et Bordeaux, c'est hors de prix avec la vigne. Et Toulouse, ça collait pas du tout en termes d'architecture à ce qu'on cherchait, en tout cas assez peu. Et du coup, on s'est vite retrouvé à chercher autour de Montauban et Agen. C'est là qu'on a visité le plus de maisons. Et on connaissait ni l'un ni l'autre le Lot-et-Garonne. Alors, ma femme est originaire de l'Occitanie, enfin du sud de Carcassonne. Donc, elle connaît plutôt bien le Gers, mais pas le Lot-et-Garonne. Et moi, je suis normand à l'origine, donc autant vous dire que voilà. Mais c'est le seul regret d'ailleurs que j'ai à dire, c'est que ça manque un peu de grande forêt. Je connais bien le Perche et je vous recommande vivement cette région aussi. Merci beaucoup, monsieur. Juste, pardon, moi je voudrais revenir quand même sur la question, parce qu'on me traite plus souvent de réaliste que d'optimiste. Du coup, je voudrais quand même, voilà. Donc oui, c'est assez important d'avoir une ville pas trop loin, mais nous, les lycées, avec la notion des enfants, c'était important. Les lycées, ils sont à 20 minutes. Il y a des très bons lycées dans le coin, y compris publics. Internet, il y a plein de solutions qui sont en train d'émerger. Donc, c'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, mais effectivement, je rejoins Monsieur Bess. Alors, nous, on n'a même pas de connexion par satellite, mais on cumule plusieurs solutions qui ne nous coûtent pas très cher,
Donc, vous le voyez, vous pouvez constater, hein, je suis dans un coin paumé, mon téléphone ne capte pas toujours, mais en fait, j'arrive à faire une conférence, j'arrive à enseigner à 30 ans, étudiants en même temps et je n'ai pas jamais de problème de connexion. Donc ça se fait. Voilà, faut se rappeler qu'on est au 21e siècle déjà bien avancé et qu'effectivement, les technologies ont beaucoup évolué. Et je veux venir aussi sur le côté modèle économique. Il est vrai, et ça c'est important pour ceux qui se projettent là-dessus, chambre d'hôte, table d'hôte, gîte, c'est pas des activités qui sont rentables à elles seules. Je suis d'accord avec ça, surtout sur des bâtiments comme ça. Il faut faire attention quand on construit son modèle. Nous, on fait pas que ça. L'agriculture, on n'en vit pas du tout. C'est plus du marketing qui nous permet de valoriser notre projet et une volonté de notre part. Et les chambres d'hôtes, les tables d'hôtes, le gîte nous permet de générer de l'activité, nous permet de salarier des gens, ne nous permet pas de nous payer derrière. On a d'autres activités aussi qui nous le permettent. Donc c'est un tout. Et moi, je crois beaucoup en cette multiplication de revenus qui, quand on connaît des crises, et là je fais le lien avec la conférence de ce soir, quand on connaît des crises comme on la connaît en ce moment, vous pouvez plus et vous pouvez pas souhaiter à vos enfants qu'ils aient un seul métier toute leur vie. Ils auront plusieurs métiers et plusieurs en même temps. Ils auront plusieurs sources de revenus et ils seront protégés de cette manière-là. Il faut repenser le travail de manière globale et ces nouveaux modes de travail vous permettent d'avoir des vies beaucoup plus équilibrées en zone rurale. Merci beaucoup. Il y a eu une demande sur quelques précisions pour les notions économiques, le montage juridique et éventuellement le financement du projet pour Noailly. Monsieur de Valence, si vous aviez quelques détails à fournir, je pense que ça peut intéresser beaucoup par votre exemple. Ouais. Alors, il faut savoir qu'avec ça, on n'a pas des moyens énormes. Mais du coup, une ruine, ça va pas forcément très cher, surtout dans l'Allier, et surtout avant le Covid aussi. Après, au niveau, on a emprunté quasiment toute la somme, mais peut-être l'air un peu optimiste comme ça, mais en fait, tout ça est assez réfléchi. Et l'emprunt qu'on rembourse nous coûte moins cher que le loyer qu'on payait avant à Paris. Enfin, l'emprunt qu'on rembourse plus le loyer qu'on paye du coup à Moulins nous reviennent moins cher que ce qu'on payait en loyer à Paris. Sachant qu'on a le locataire qu'on a gardé à Noailly aussi pour ça. Et puis voilà, après, on imagine aussi dans les projets un peu à moyen terme d'avoir soit une chambre d'hôte ou là c'est peut-être financièrement moins réaliste, mais ça nous intéresserait beaucoup de transformer un bâtiment en résidence d'artiste. Mais voilà, après, montage juridique, il n'y en a pas tellement. Non, on a acheté de manière tout à fait normale, quoi. Monsieur Bess, est-ce que vous auriez, je dirais, un mot de la fin ou un petit peu quels sont les commentaires que ces expériences-là vous inspirent? Écoutez, ce sont deux expériences qui illustrent, alors pour moi, parfaitement tout ce que je dis depuis 20 ans. Donc, je trouve ça extraordinaire. Enfin, deux jeunes, très jeunes, qui se lancent dans l'aventure avec la tête bien sur les épaules, quand même, ils ne font pas n'importe quoi, qui se lancent, pardon de me le dire, mais vous l'avez dit vous-même, hein, sans moyens, ou en tout cas sans moyens importants, avec des banques qui les suivent, alors plus ou moins difficilement, mais on arrive à contourner l'obstacle. Moi, je crois que demain matin, si tous les Parisiens écoutent ça, il n'y aura plus un habitant dans Paris. Voilà. Ça veut dire que c'est possible, c'est possible. On peut faire fi de l'Internet, on peut faire fi des écoles, on peut surmonter tous les problèmes. Finalement, la qualité de vie n'a pas de prix. Voilà, la qualité de vie n'a pas de prix. Et on peut tout faire en province. On a deux exemples extraordinaires, extraordinaires. J'aimerais tellement médiatiser ce que j'ai entendu ce soir et le faire entendre à tout le monde.
Et d'autant qu'au niveau de la proximité, au final, on se rend compte que ce soit les écoles, les commerces, nous, à Noyer, on a une petite école primaire dans le village d'à côté, donc c'est à 2 minutes en voiture. Les collèges à 5 minutes en voiture et les lycées un peu plus loin, à 20 minutes. Il y a les ramassages scolaires aussi avec les bus, il y a le supermarché, enfin tout est très proche en fait. On se rend pas compte du temps qu'on passe en ville dans les transports en commun, en plus dans des conditions qui sont pas évidentes quoi. On est tous tassés, on peut même pas souvent sortir un bouquin pour lire et les trajets sont très longs. Assez facilement à Paris, on pouvait faire 3/4 d'heure de route pour aller au boulot, alors que aujourd'hui, en 3/4 d'heure, enfin à la campagne, en 3/4 d'heure, on va très 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 loin. Bon, il me reste un très grand merci à vous tous, un très grand merci pour votre disponibilité, pour cet exemple, pour avoir partagé avec nous un petit peu ce que vous avez vécu et également inciter un certain nombre d'autres personnes à rejoindre. Merci beaucoup, Patrice Best, parce que c'est aussi, même si c'est votre activité principale, c'est toujours intéressant d'avoir un réel professionnel qui peut nous exposer un petit peu les grandes tendances et donner son sentiment sur ce qui est en train de se passer. J'ai bien compris que ce n'était pas une mode et que c'était une vague de fond et que tout était possible à condition effectivement de le tenter. Et bravo Augustin et bravo Frédéric.